Salut à tous, je m'appelle Amélie, je suis en compagnie de ma co-animatrice Anne Jade. Notre podcast s'appelle La rue principale, ça parle de politique, d'actualité, bref, des sujets qui touchent les jeunes. Aujourd'hui, on a un épisode spécial édition élection provinciale. On est entre autres en compagnie de Kevin Brasseur. Tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Kevin Brasseur, je suis président de l'aile jeunesse de la Coalition Avenir Québec, donc la CAQ, avec M. François Legault, notre premier ministre. Je m'implique depuis 2015, donc ça fait quand même assez longtemps que je m'implique avec la CAQ, mais je dirais que l'implication politique, c'est quand même quelque chose qui est venu, je dirais, naturellement, mais je ne m'y attendais pas. J'ai toujours été quand même quelqu'un d'impliqué. Donc, plus loin que je me souvienne, j'étais au primaire, j'organisais des ligues de hockey de rue, je m'impliquais, on faisait tout le temps des corvées de ménage dans le quartier. Donc, j'étais toujours à la tête de ça. Puis, même si je ne savais pas qu'à l'époque, c'était une implication sociale qui avait peut-être une tendance à être politique éventuellement. Moi, j'ai toujours été comme justement dans les conseils des élèves au secondaire. Il y avait des jeunes dans mon école qui voulaient une équipe de football. Moi, j'ai tout monté le projet, j'ai présenté ça à la direction. On a mis ça en branle, puis finalement, depuis presque 10 ans, il y a des jeunes à Saint-Hyacinthe qui jouent au football au niveau secondaire, un programme qui s'est développé au cégep. Puis même si à cette époque-là, je ne savais pas en tout où ça allait comme me mener. Moi, je voyais des problèmes, je voyais des gens qui voulaient qu'on concrétise des choses. Puis même si j'avais comme 12, 15 ans, je faisais en sorte que les projets soient mis en marche. Puis éventuellement, ça, je me suis impliqué dans mon conseil des élèves. Euh, j'ai été président de mon conseil des élèves au niveau secondaire. Puis c'est là que je dirais que la flamme de la politique est née en moi. C'est vraiment de comprendre qu'on représente des gens, on concrétise des projets, puis on fait des avancées au niveau social. Puis même si ce n'était pas, on va dire, la chose la plus complexe à cette époque-là, je dirais que c'est là que c'est né en moi, justement, la mission de vouloir aider les autres. Puis lorsque j'étais au cégep, je me suis impliqué dans mon association étudiante. Puis c'est là vraiment que les choses ont vraiment déboulé. J'ai d'abord été trésorier, vice-président de mon asso étudiante au niveau collégial à Saint-Hyacinthe. Puis là, il y avait une grève au printemps 2015. Disons, il y a plein de choses qui se sont déroulées à ce moment-là. Puis, dans mon association étudiante, on était appelés justement à se positionner. Nous, on avait opté pour la neutralité, laisser les étudiants voter. On avait organisé un référendum, tout ça. Puis, je dirais qu'à partir de vraiment ce moment-là, j'ai rentré dans le bain politique, partisan. Donc, j'ai été invité par certains députés de la CAQ que j'avais rencontrés. J'avais rencontré André Lamontagne, mon député Nord Johnson, qui est plus au niveau de Drummondville. J'avais rencontré Chantal Soucy également, qui est députée de Saint-Hyacinthe, puis Jean-François Roberge, qui était à l'époque porte-parole en éducation pour la CAQ. Au niveau de la deuxième opposition. Puis ces trois personnes-là, ils m'avaient invité, ils voulaient vraiment comme m'avoir dans les rangs de la CAQ. Puis moi, du haut de mes 18-19 ans, je ne savais pas trop. Je me disais, c'est quoi ça, la CAQ? C'est quoi les différents partis? J'étais impliqué socialement, j'étais impliqué dans ma communauté avec les Relais pour la vie, la Société canadienne du cancer, que je m'implique encore, ça fait presque 10 ans. Je me suis toujours impliqué comme socialement, mais je n'avais jamais comme pousser plus loin la chose au niveau politique. Donc, j'ai décidé d'y aller dans des événements de la Coalition Avenir Québec, de voir c'était quoi cette bébête-là, entre guillemets. Puis, j'ai tout de suite trouvé que j'étais à ma place. Premièrement, je me reconnaissais dans les idées, des idées en éducation que je trouvais ambitieuses, que lorsque j'ai rencontré François Legault, j'ai posé beaucoup de questions à ce niveau-là. Puis, je me rappelle, c'était vraiment arrivé par hasard. J'étais arrivé dans un barbecue de la fête nationale. J'étais allé à Montréal. J'étais descendu à l'époque. J'avais pas de cellulaire. J'étais monté à 19 ans à Montréal, pas de cellulaire, avec des feuilles imprimées pour me diriger sur la route. Puis j'arrive là-bas. C'était comme la première fois que, pour un gars de région, que j'allais comme en grande ville par moi-même. Puis j'arrive dans le barbecue, je connais personne. J'arrive, il y a quelqu'un qui se retourne devant moi, c'est François Legault. Il se met à me jaser comme si j'avais toujours été là, puis j'avais toujours été dans le parti. Puis
j'avais quand même des appréhensions. Je me disais, tant qu'à donner de mon temps, je le donnais dans toutes sortes d'organismes, dans des associations étudiantes. Mais je me disais, je veux être sûr de ma shot. Là, tant qu'à y aller, on va être sûr dans quoi je vais m'embarquer. Je l'ai quand même talonné sur plusieurs enjeux qui, à l'époque, je trouvais qui étaient pertinents. Je dirais la grande question que j'avais posée, c'était par rapport à la question constitutionnelle, étant donné qu'à l'époque, la CAQ, c'était plus une position on verra. Donc, il n'y avait pas nécessairement une position claire au niveau est-ce qu'on va vers la souveraineté, plus vers le fédéralisme, est-ce qu'on va chercher une position plus mitoyenne? Puis François Legault m'avait dit c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit, qu'on doit travailler. Puis quelques mois plus tard, le parti avait, puis bien, c'est pas juste de moi, là, il y avait eu un congrès des jeunes que j'avais participé à Victoriaville, il y avait eu beaucoup de discussions à ce niveau-là. Puis arrivé au mois de novembre 2015, le parti a pris une position de dire on veut un Québec fort dans un Canada uni, aller chercher plus de pouvoir au niveau de la langue, au niveau de l'immigration, au niveau de la culture, notamment pour justement que le Québec soit plus fort sur la scène au niveau national. Donc, ça, la plateforme nationaliste, c'était quelque chose que justement j'attendais, j'avais posé beaucoup de questions à ce niveau-là. Puis je dirais qu'à partir de ce moment-là, mon implication n'avait pas nécessairement été plus loin que ça. J'avais participé à des événements, mais je n'avais pas nécessairement poussé la chose plus loin. Puis un an plus tard, j'ai décidé, regarde, je vais retourner. J'ai aimé ça, le barbecue de la fête nationale. Donc, barbecue de la fête nationale 2016, ça fait un an, plus ou moins que je m'implique ici et là. J'avais continué à m'impliquer dans mon association étudiante, donc je n'avais pas nécessairement poussé la chose plus loin. Je croise François Legault, puis il me dit Hey Kevin, te rappelles-tu l'année passée, on avait jasé justement de la question constitutionnelle, on l'a réglé, es-tu content? Tout ça. Puis moi, après un moment avant de répondre, j'étais comme OK. Il se rappelle de mon nom, il se rappelle de ce qu'on a jasé. Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Moi, je suis un petit bout qui est arrivé à Montréal comme ça, puis qui ne s'était jamais pointé vous dîner avant ça. Donc, moi, ça a vraiment été la confirmation pour laquelle, justement, j'étais à la bonne place. Souvent, dans la vie, on a de la misère à dire est-ce que je suis sur mon X. Mais là, ce jour-là, j'ai vraiment senti que j'étais sur mon X. Puis, je dirais que les choses ont déboulé après ça pour moi. Je suis devenu vice-président de la jeunesse à partir de 2017. J'ai été là pendant 2 ans comme vice-président. Puis, arrivé en 2019, comme souvent les choses finissent par déboucher, je suis devenu président de la jeunesse de la CAQ. Puis à l'époque, on est allé recruter beaucoup de jeunes du Parti québécois qui étaient déçus des positions justement du parti. Nous, on incarnait justement un vrai renouveau au niveau du nationalisme. Donc, avec la loi sur la laïcité notamment, on proposait justement des avancées au niveau du français, de la défense du français, que ça faisait même plusieurs années que le Parti québécois n'allait pas jusque-là. Puis ça l'a charmé beaucoup. Moi, je me suis présenté comme président sur cette vague-là, puis un point tel que notre congrès en 2019, dans la salle, les gens venaient me voir, t'es comme, hey, je me créerais un congrès du Parti québécois. Il y a plein d'anciens, justement, de la jeunesse, puis c'était quelque chose qui avait été marquant à ce niveau-là. Puis, c'est ça. Après ça est venue la pandémie. J'ai décidé de prolonger d'un mandat supplémentaire parce que je trouvais que, justement, il y avait certaines choses que je voulais comme amener la jeunesse à un certain niveau, que ça n'avait pas nécessairement pu se concrétiser, évidemment, à cause de ce qu'on connaît tous. Puis, me voilà devant vous aujourd'hui, en 2022, comme président et porte-parole de la jeunesse de la CAQ. Puis, parallèlement à tout ça, je suis comptable de formation. Donc, je suis en processus pour obtenir mon titre comptable, étant donné que j'ai vraiment tout complété ce qu'il fallait pour avoir le titre. Là, je suis vraiment en attente de mon ordre professionnel. Ouais, parfait, tu as fait une super belle description. Tu me disais, tu es président d'une jeunesse. C'est la raison qu'on est allé vers toi. On trouve ça intéressant pour notre histoire de s'impliquer dans ces jeunesses-là, s'ils ont un intérêt pour la politique. Peux-tu nous parler de c'est quoi une jeunesse, c'est quoi leur rôle? Toi, tu fais quoi là-dedans? Ben oui, tout à fait. Je dirais que, premièrement, mon rôle comme président porte-parole de la jeunesse à CAQ, il y a une partie, c'est de la représentation auprès
du gouvernement, donc auprès du parti en général. Donc, je siège sur le conseil d'administration de la CAQ, donc avec un représentant du caucus des députés, avec M. Legault lui-même, avec notre président de la commission politique. On a une présidente nationale au niveau du parti. Il y a un vice-président et une vice-présidente pour l'Ouest ainsi que l'Est du Québec, donc il y a 4 vice-présidents. Puis ça forme justement le conseil d'administration du parti qui prend des décisions au niveau de la gestion du budget, des idées vers lesquelles on s'en va au niveau stratégique. Donc, il y a une partie qui vient avec ça, qu'évidemment, je dois défendre la voix des jeunes de la CAQ au sein du parti. Puis de l'autre côté, bien, il y a une partie également que souvent, s'il y a des décisions qui se prennent par le gouvernement, bien, il y a un travail aussi à faire pour vulgariser tout ça auprès de nos membres pour faciliter la prise de position par la suite. Donc, il y a une partie que c'est ça. Il y a une autre partie que je dirais que c'est d'organiser un environnement dans lequel les jeunes peuvent se réaliser. Puis comment que je le vois, l'implication justement dans une jeunesse, c'est une façon un peu comme, moi j'aime beaucoup le hockey, c'est comme un peu si la CAQ, c'est comme le Canadien de Montréal, puis la jeunesse, on est comme le club-école dans lequel justement on développe des talents, on fait en sorte que justement on développe des aptitudes au niveau, que ce soit au niveau communication, au niveau des propositions politiques, puis qu'éventuellement, que les gens qui gravitent dans la jeunesse soient peut-être des futurs attachés politiques, des futurs organisateurs, des gens qui vont travailler en cabinet politique, des gens qui vont peut-être même se présenter aux élections et même être députés. Donc, on a plusieurs exemples. À l'Assemblée nationale, Mathieu Lévesque, qui est député de Chapelot, c'est un ancien président de la jeunesse à CAQ. Mathieu Lacombe, qui est député de Papineau, ministre de la Famille, c'est un ancien de la jeunesse de l'ADQ à l'époque. Je dirais qu'on a quand même beaucoup de jeunes, Simon-Jeanin Barrette, Samuel Poulain, qui ont passé par la jeunesse de la CAQ, qui sont maintenant à l'Assemblée nationale pour représenter justement leur population dans leur comté. Donc, je dirais que c'est un peu la mission justement de la jeunesse de créer cet environnement-là dans lequel on peut former des futurs talents, des futurs députés peut-être même ministres. Donc, il y a une partie qui vient avec ça. Puis je dirais la chose qui est particulière à mon poste comme président, c'est de faire en sorte que l'organisation, dans le fond, dans mon équipe, on est 10 au total. Que moi et mes 9 collègues, justement, on a une chimie d'équipe qu'on puisse concrétiser ces projets-là. Puis on a également 17 représentants de région avec des associations régionales, des représentants dans les campus également, donc l'Université de Montréal, l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, on a nommé que ceux-là, Concordia. On est également en processus au niveau de Bishop. Donc, on a quand même une représentation également dans les campus. Donc, je dirais que c'est mon rôle comme président, c'est de faire en sorte que toute la machine fonctionne puis que tous ces gens-là se sentent justement bien dans l'organisation, puissent contribuer justement à l'implication politique. Donc, je ne sais pas si ça résume assez bien, là, mais je dirais qu'en résumé, c'est la meilleure image qu'on peut se faire. Un aile jeunesse de parti politique, c'est comme un club-école dans lequel justement on développe des talents. Sérieux, c'est une belle image à la fin. Je trouve ça intéressant. Tu as dit que vous travaillez en collaboration avec la CAQ, ce que je trouve intéressant parce que quand j'ai fait mes recherches sur les autres, souvent, ils n'étaient pas en lien ou ils ne travaillaient pas côte à côte. Fait que ça, je trouve ça le fun pour vous autres, un peu. Oui, puis je dirais que même à un certain stade, la grosse différence avec les autres de la jeunesse puis les autres partis, c'est que nous, on est vraiment comme une coalition dans laquelle tout le monde, on collabore ensemble. Donc, je me rappelle, moi, j'avais des entrevues à la radio, puis on me disait, ben Crime, me semble que tu devrais comme brasser un peu plus, tu devrais comme rentrer dans le gouvernement. Puis j'étais comme, non, moi, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est de m'asseoir autour de la table puis de collaborer. Si je vais dans les médias puis je déchire ma chemise puis je fais comme mon pas content, ben, je n'aurai pas nécessairement comme d'avancer lorsque va venir le temps de collaborer au niveau autour de la table. Donc, c'est sûr que souvent, peut-être qu'on est peut-être une jeunesse qui paraît, on va dire, au moins au niveau médiatique, comme un peu plus, pas tranquille, mais disons plus convivial. Mais nous, c'est parce que les discussions sont vraiment à l'interne. On est invité justement
autour de la table des décisions. Puis, je dirais qu'on est extrêmement fiers parce qu'à chaque fois qu'on a des congrès, pour prendre des congrès nationaux, pour prendre des décisions qui vont aller dans la plateforme électorale, qui vont peut-être même déboucher en projet de loi, bien souvent, c'est des idées qui proviennent de la relève. Puis, comme je l'ai mentionné, la discussion sur justement la position constitutionnelle du parti, ça provient de la jeunesse. Je dirais qu'un des gros points, puis on va peut-être l'aborder un peu plus tard, là, au niveau de l'environnement, la plupart des propositions qui sont dans le plan pour l'économie verte qui a été déposé en novembre 2020, si ma mémoire est bonne, c'est pas mal des idées qui revenaient en grande partie par l'aile jeunesse qu'on a vraiment forcé le gouvernement au niveau du mois de mai 2019 à tenir un congrès 100% sur l'environnement. Donc, je dirais que c'est ça, justement, l'implication dans l'aile jeunesse de la CAQ, c'est qu'on peut faire des gains concrets pour le Québec du haut de nos 16 à 30 ans. Mais j'avais juste une autre question. Quand tu parles d'assemblée, pas d'assemblée, de congrès national, à quel point est-ce que vous vous rencontrez par rapport à, mettons, l'entièreté du parti, comme aile jeunesse? Mettons, c'est quoi le ratio par rapport à ça? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent, mettons? Bien, je dirais que il y a plein de choses qui mènent tout d'abord au congrès national. Nous, au niveau de la jeunesse, on a notre congrès de la relève, donc où on prend nos propositions, que c'est nos jeunes qui viennent. Puis je dirais qu'on a pas mal toujours des participations autour de, je dirais, 150 à 250 jeunes, tout dépendant justement les années. Puis à partir de ce moment-là, on part avec notre petit baluchon de propositions. On arrive au niveau du parti, il y a une commission politique qui va décider les propositions qui vont aller vers la plateforme, vers le congrès voté par les membres au national. Puis moi puis mon collègue qui est aux affaires politiques, on travaille tout le temps très fort pour qu'il y ait le plus de propositions possibles qui proviennent de la relève. Puis arrivé au congrès national, je dirais que, mettons, il y a certaines autres ailes jeunesse qui, eux, ils ont ça va plus marcher en délégation. Donc, chaque circonscription, l'aile jeunesse va avoir tant de votes. Nous, ça ne marche pas comme ça. Si je décide que je me mobilise puis je remplis la salle de jeunes, puis qu'on a 80% de jeunes dans la salle, bien, mon aile jeunesse a 80% des votes au niveau du Congrès national. Bon, évidemment, on ne se rend pas nécessairement là. Donc, on s'entend que lorsqu'on arrive dans les congrès nationaux, c'est autant des gens ça peut être de 16 ans, qui est le minimum pour être membre de la CAQ, que ça peut être, on va dire, des personnes seniors, donc qui, eux autres, ont beaucoup de vécu au niveau, justement, politique. Donc, ou dans la vie en général. Donc, je dirais que tout va dépendre de la proportion, justement, que si on fait bien notre travail au niveau de la mobilisation de la jeunesse, on encourage les jeunes à s'impliquer en politique, ce qui est vraiment, je dirais, ma mission personnelle, en tout cas, de faire en sorte qu'il y ait le plus de jeunes possible qui portent leur voix au niveau du Québec. Bien, à partir de ce moment-là, on a une proportion de jeunes qui ne peut qu'être grandissante là, au niveau des congrès nationaux. Puis, souvent, je dirais, même si ce n'est pas toujours des jeunes qui vont au micro, lorsqu'il y a un jeune qui va aller au micro défendre une proposition, la salle, après ça, les gens plus seniors vont se présenter au micro, vont dire, écoutez, c'est pour ça qu'on fait de la politique, c'est pour ça qu'on s'implique avec la CAQ, c'est pour nos jeunes, c'est pour notre avenir. Puis, je pense même le nom de notre parti, il dit Coalition Avenir Québec. Vraiment, cette philosophie-là au sein de la CAQ est très importante. Faire en sorte que les jeunes, on fait ça pour la jeunesse, on fait ça pour l'avenir du Québec, parce que c'est vraiment le Québec dans lequel on veut vivre de demain. C'est le slogan de notre jeunesse, le Québec de demain. C'est nous. Donc là, tu nous as un peu parlé du fonctionnement de ton aile jeunesse, puis de ton implication à travers le parti. Maintenant, on aimerait ça te poser des questions sur différents sujets qui touchent les jeunes au quotidien. Récemment, en m'en allant à l'université, je dois prendre le train. Donc, dans le train, les jeunes, ça parle de leur fin de semaine, ça parle de leur bonne date, de leur job, mais ces derniers temps, ils parlent beaucoup de l'inflation. Ça m'est arrivé souvent d'embarquer dans le train, d'entendre une discussion sur « OK,
là, il faut que je me trouve une job. Parce que là, si je veux m'en amener à mon appart, il me faut tant d'argent. Si je veux partir en voyage, il me faut tant. OK, si tu fais tel job, ça va te permettre d'avoir tel montant après 3 mois de formation. C'est vraiment une préoccupation pour les jeunes ces derniers temps, l'inflation, parce qu'on est dans une catégorie, je dirais qu'on est un peu dans une certaine précarité. Parce que d'un côté, on a nos études. Il faut avoir des bonnes notes pour aller où est-ce qu'on veut se rendre, passer nos examens pour, mettons, entrer dans l'ordre ou avoir notre permanence. Peu importe. Mais d'un autre côté, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être encore chez ses parents. Et donc, il y en a certains qui habitent en appartement, d'autres qui décident de migrer dans une grande ville pour aller à l'université. Donc, c'est problématique parce que d'un côté, on doit avoir des bonnes notes, ça prend du temps, mais d'un autre côté, il faut aussi faire un certain montant d'argent pour payer notre loyer puis notre nourriture. Donc, on se demandait, toi, en tant que présidente d'une jeunesse, qu'est-ce que tu en penses, puis qu'est-ce que ton parti en pense de cette situation-là? Ben, c'est sûr et certain que je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde, puis particulièrement je dirais les plus vulnérables. Donc, c'est sûr que moi aussi, quand j'étais aux études, disons que le budget est un peu plus serré. Là. Des fois, je regarde ça, puis je vivais peut-être avec 5 à 10 000 par année. Donc, évidemment, j'avais la chance de mon côté d'habiter chez ma mère, mais évidemment, c'est quelque chose qui touche de plus en plus les jeunes. Puis récemment, le gouvernement a annoncé, je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu, il y a un 500 qui vient aider chaque personne. Puis ce que je trouve génial, puis moi, comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, je suis comptable de formation. Ce que je trouve génial avec justement ce 500 $-là, c'est que tu gagnes 100 000 ou tu en gagnes rien du tout. C'est 500 puis ça a un impact différent pour chaque personne. Puis moi, évidemment que tu es étudiant, ben 500 ça vient t'aider. Ça ne paye pas tout. Ça, c'est sûr et certain que ça ne paye pas tout. Puis le gouvernement va annoncer encore plusieurs autres mesures dans les prochains mois. Ça va venir assez rapidement. Va annoncer d'autres mesures pour justement aider la population à ce niveau-là, plus particulièrement la population étudiante. Je dirais que moi, de mon côté, au niveau de la jeunesse, évidemment, on représente beaucoup les étudiants. On s'en fait parler beaucoup à ce niveau-là. Puis même, je dirais qu'il y a des prêts. Oui, il y a des prêts et bourses. Moi, j'ai eu la chance en guillemets, je venais d'une famille un peu plus pauvre. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de prêts et de bourses pour m'aider dans mes études. Mais c'est sûr qu'on observe quand même une problématique au niveau de jeunes qui proviennent de la classe moyenne, que leurs deux parents mis ensemble font un trop gros salaire au niveau justement de l'aide financière à l'étude, puis ils n'ont pas nécessairement accès à l'ensemble justement du programme. Donc, c'est sûr que il y aurait peut-être des modifications à faire à ce niveau-là. Est-ce que le gouvernement va aller là? Il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Mais c'est sûr que ça peut être quelque chose qui soit sur la table au niveau justement de travailler, est-ce qu'il y a au moins une bonification au niveau de l'aide financière, une meilleure accessibilité. Donc, ça, c'est sûr et certain que je pense que ça va de soi à ce niveau-là, comme nous, comme Elle Jeunesse, qu'on travaille à ce niveau-là. Puis, je crois que justement, au niveau du logement, plus particulièrement, là, pour revenir justement à la crise du logement, la ministre Laforêt, donc, qui est au ministère des Affaires municipales, elle a signé une entente avec le gouvernement fédéral pour construire plus de logements abordables. Puis ça fait en sorte que justement, s'il y a une plus grande offre de logements abordables, ça vient faire baisser le prix des logements, le prix des loyers dans sa globalité, parce qu'il y a une meilleure compétition à ce niveau-là. Puis justement, ça permet à beaucoup d'étudiants que si on cible, puis on travaille beaucoup au niveau de la jeunesse avec différents organismes, dont l'UTIL, qui milite pour le logement étudiant. Donc, c'est justement avec toutes ces mises en place justement de mesures pour le logement étudiant, ça fait en sorte que pour des étudiants qui, comme tu l'as mentionné, c'est une préoccupation, ben, qu'on peut justement répondre concrètement à un besoin. Donc, au moins d'assurer à ce que des étudiants qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui puissent justement se payer un logement puis bien vivre à ce niveau-là. Parfait. Ensuite,
dans cette idée d'inflation-là, aussi, un autre aspect qui stresse les jeunes, mis à Mhm, part tout ça, qui est déjà une grosse partie, mais un autre aspect, c'est la hausse des frais d'université. mhm, Il y a eu, euh, une coup- il y a quelques semaines, des grosses manifestations à ce sujet-là. Il y a eu comme une semaine complète consacrée à différentes manifestations, dont ça. Vous en pensez quoi du fait est que jusqu'au secondaire, puis un peu au cégep, l'école est gratuite dans un certain sens pour tout le monde. mhm. Qu'est-ce, de, que penseriez-vous, mettons, de l'étendre un petit peu plus, mettons, aux universités? Est-ce que ce serait une possibilité? Qu'est-ce que vous pensez de cette hausse-là? Parce que c'est un facteur de stress, de précarité étudiante aussi. Ben, c'est sûr que tout d'abord, la gratuité scolaire au niveau primaire, secondaire, là, on ne met pas ça en question. Je dirais que c'est vital. Puis, je vais parler de mon exemple personnel parce que je viens pas d'une famille très riche, comme je l'ai mentionné. Euh, pour moi, ça a été comme un levier majeur au niveau social de pouvoir avoir accès à de l'éducation de qualité. Puis même au cégep, je pense, moi, je me rappelle de mon époque avec toutes les cartes d'autobus et tout ça, ça montait une facture étudiante d'environ 300 $. Je ne sais pas si ça a changé depuis le temps, là, mais à l'époque, ça tournait autour de ça. Puis, arrivé à l'université, ma facture étudiante tournait tout dépendant avec si on prend tous les frais d'association étudiante, d'assurance ou quoi que ce soit que l'étudiant peut prendre, ça tournait entre 1500 et 1700 $ par session. Donc, c'est sûr que arriver à l'université, c'est un peu plus, disons, c'est un peu plus cher, mais le système de pré-bourse vient quand même être bonifié arrivé au niveau universitaire. Donc, il y a beaucoup d'étudiants justement qui peuvent bénéficier soit de bourses, qui ont plus de bourses, puis même au niveau des prêts en tant que tel, des fois, il y a une clientèle étudiante qui n'a pas nécessairement accès aux bourses, étant donné que leurs parents font un meilleur revenu ou eux-mêmes font un meilleur revenu. Bon, moi, il y a des prêts qui, eux autres aussi, sont bonifiés selon au niveau du secondaire, au niveau universitaire. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs programmes qui sont en place pour faire en sorte qu'on a un système d'éducation qui est très accessible. Puis, je pense qu'il y a une question qui sûrement brûle les lèvres. Est-ce que la CAQ a l'intention d'augmenter les frais de scolarité? Non, on ne veut pas. Puis, je dirais que justement, c'est quelque chose qui, depuis 10 ans, fait consensus au Québec. C'est que les frais de scolarité, il n'y a pas d'augmentation au-delà de l'indexation. Donc, ça, c'est sûr certain que on n'en parle même pas, c'est même pas ces termes de discussion. Puis moi, de ce que je me souviens, là, je vais peut-être sortir un peu du cadre des jeunesse, du cadre partisan même. Lorsque j'étais justement dans les associations étudiantes, j'ai même eu la chance de siéger sur le Conseil supérieur de l'éducation, sur la commission d'éducation collégiale. J'ai siégé également sur la commission de l'assurance qualité en éducation collégiale. Puis, évidemment, ce qu'on se rendait compte, c'est que le réseau collégial et même le réseau universitaire, il y a des problématiques au niveau du financement des universités. Donc, c'est sûr et certain qu'on n'est pas dans une position pour, à mon avis, parler nécessairement de gratuité scolaire. Je dirais qu'il y a quelque chose peut-être qu'on peut, comme gouvernement, étudier la question. C'est plus de voir justement, souvent les universités pour combler justement peut-être ce petit manque à gagner-là, vont jouer dans tout ce qui est frais afférents. Ça. Donc, ils vont évidemment redonner certains frais aux étudiants, mais ce n'est pas nécessairement des frais qui sont reliés aux frais de scolarité du gouvernement du Québec. Donc, ça, il faut vraiment faire la différence à ce niveau-là. Donc, je dirais qu'évidemment, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Le gouvernement n'a pas nécessairement de mesure d'annoncer à ce moment-ci, mais je dirais que c'est comme une préoccupation pour nous au niveau de la jeunesse. On a pris des positions dans le passé, que ce soit justement dans la révision de justement cette formule de financement-là au niveau des universités, au niveau collégial également, pour s'assurer qu'il y ait on va dire, de l'eau au moulin et que ce ne soit pas les étudiants qui se ramassent avec la facture.
Tu as mentionné tout ce qui est transport en commun. Tu as donné une idée, moi, par mois, je prends autobus, train, métro pour me rendre à l'école. Puis ça a diminué à peu près 108 je pense. Ce qui n'est pas super, honnêtement, Oui. là, ça a diminué, fait que ça, c'est le fun. Mhm. Mais j'ai vu une initiative, je ne sais pas si tu en as entendu parler, là, mais les municipalités qui avaient l'autobus gratuit. Je trouve ça intéressant. Je trouve que ça. Tu sais, on va parler d'environnement plus tard. Là. Je trouve que c'est deux choses qui s'embriquent super bien parce que dans les autobus, principalement, c'est des étudiants. Là. Fait que, Ben je oui. trouve ça intéressant. Puis c'est des. Tu sais, je veux dire, des frais d'autobus. Moi, je suis sur la Rive-Nord, c'est 4,75 une passe. Fait que 10 pour se rendre à 10 minutes de chez vous, là, je trouve que ça revient cher. Là. Non, non. Mhm. Ben, c'est sûr que, tu sais, justement, je dirais que le transport collectif, pour avoir fait beaucoup de cégep, beaucoup d'universités, que ce soit à Montréal, Laval, que ce soit à Val-d'Or, Rouyn-Noranda, que je suis allé l'automne dernier, pendant la campagne en 2018, j'avais été jusqu'à Jonquière au cégep. J'avais fait le cégep de Drummondville, évidemment, le cégep de Saint-Hyacinthe, je pense que je suis allé quasiment pendant 3 ans à tous les jours. Je passais même mes étés là-bas. Puis la question que je posais souvent aux étudiants, c'est demain matin, tu es dans la position de pouvoir, tu es première ministre, tu es premier ministre du Québec, qu'est-ce que tu veux changer au niveau justement de la politique? C'était une question vraiment large. Puis là, les jeunes, habituellement, quand je leur pose, sont comme oh, tu viens de me mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules. Puis le transport collectif, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Donc, même à Jonquière, c'était quelque chose qui revenait beaucoup parce que lorsqu'on arrive un peu plus en région, on est peut-être un peu moins desservi en termes de transport collectif. Comme je l'ai dit, j'étudiais au cégep de Saint-Hyacinthe, j'ai étudié après ça à l'université dans un campus de l'UQTR à Drummondville. Puis, évidemment, il y a des transports collectifs à Saint-Hyacinthe et à Drummondville. Mais à la minute que tu sors un peu de là, puis tu s'en vas un peu plus vers. Moi, j'habitais à Actonville, qui est une ville de 8000 habitants, mais qui est quand même un peu plus en campagne. Nous, on n'avait pas de transport collectif qui se rendait à Drummondville ou qui se rendait à Saint-Hyacinthe. Je payais à chaque année ma passe d'autobus au niveau du cégep de Saint-Hyacinthe parce que c'était comme un transport collectif. Donc, tous les étudiants payaient. Je n'ai jamais pu l'utiliser parce que je n'avais pas nécessairement l'accessibilité à ces modes de transport-là. Donc, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour rendre le transport collectif interrégional plus accessible, disons, pour une clientèle, comme tu dis, étudiante. Puis, je dirais que quand on compare, mettons, si on dit, puis comme on dit pour l'environnement, si tous les étudiants prennent une voiture, ça coûte de l'argent de s'acheter une voiture. Ma première voiture, c'est peut-être quoi, 2000 après ça, tu payes de l'essence tous les jours pour te rendre à l'école. Moi, je me rappelle au niveau du cégep, mon budget, je me disais, c'est 10 d'essence par jour. Peut-être l'entretien à ce niveau-là. C'est sûr que ça fait beaucoup de frais pour l'étudiant se déplacer pour ses études. À minute, revient par exemple un peu plus de campagne. Puis même en ville, comme tu l'as mentionné, c'est sûr qu'il y a des frais relatifs à tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des discussions à avoir aussi avec les municipalités parce que les transports collectifs, ce n'est pas nécessairement de prérogative gouvernementale. C'est une responsabilité, une compétence qui est dédiée aux municipalités du Québec. Mais c'est de voir justement avec les municipalités. Donc, on parle d'environnement depuis tantôt. C'est un sujet qui revient constamment et qui touche les jeunes en général. C'est sûr qu'avant la pandémie, on avait vu il y avait des grosses manifestations. C'est un sujet qui était super présent. La pandémie, on l'a un peu plus oublié, mais récemment, ça recommence à ressortir dans les médias. Puis c'est un enjeu qui est super actuel. Là. Il y a eu la COP26 aussi, entre autres, là, qui nous a lancé une alarme. Là. Quelles nouvelles mesures la CAQ pense faire? Parce que je sais qu'il y en a déjà eu de sorties, là, mais dans les nouvelles. Là, Ben oui. Ben, vraiment, dans ce que tu as dit, on l'a un peu oublié, mais moi, je ne l'ai pas oublié. Puis nous, à la jeunesse de la CAQ, on l'a vraiment pas oublié. À chaque fois qu'on a eu des congrès, des occasions de justement faire des propositions au niveau du gouvernement, on a toujours abordé, on a voulu aller plus loin au niveau de l'environnement. Puis justement, on avait eu un congrès à l'été 2020 qui était évidemment en plus en mode virtuel, étant donné vous savez quoi. Puis on avait vraiment fait en sorte que le gouvernement se positionne au niveau de la carboneutralité
pour faire en sorte que le Québec se dote d'un objectif aussi ambitieux que la carboneutralité 2050. Puis, justement, le gouvernement a fini par aller justement dans ce sens-là. Différentes propositions, je l'ai mentionné un peu plus tôt au début de notre discussion, au niveau du plan pour une économie verte, donc le PEV, qui promenait de la relève, qui c'était des propositions ambitieuses, puis même souvent, on en discute avec certains collègues, certains amis, puis on se dit à quel point justement que le gouvernement du Québec a même décidé d'aller encore plus loin que certaines autres provinces, même qu'au niveau du fédéral, qu'à un certain point, le même fédéral a dû ajuster certaines mesures pour dire, bon, ben, si Québec dit qu'on est capable, on va étudier la chose, puis en effet, on est capable d'aller dans ce sens-là. Donc, on parle de l'arrêt de la vente de véhicules à essence. C'est quelque chose qui est ambitieux de se dire qu'éventuellement, on se dote d'un objectif à ce niveau-là. Puis ben là, je vous parle du plan pour une économie verte qui a été déposé en novembre 2020. Vous me dites, ben là, c'est qu'est-ce qui s'en vient? Ben, je peux vous dire que le ministre Benoît Charette et le gouvernement du Québec travaillent sur une phase 2 de ce plan pour une économie verte-là. Donc, c'est sûr, il est certain que les discussions sont sur la table. Le projet n'est pas encore déposé, donc je n'ai pas nécessairement je peux pas nécessairement vous dire qu'est-ce qui est à l'intérieur de ça, parce qu'évidemment, ça revient aux parlementaires de l'étudier, puis évidemment d'avoir les premiers jets de ce projet de loi-là. Mais je peux vous dire que ça s'en vient. Il y a quelque chose de très ambitieux qui s'en vient pour justement l'environnement. Puis peut-être souvent, au niveau de la CAQ, je dirais qu'il y a un préjugé qui n'est pas nécessairement vrai, comme quoi que la CAQ n'est pas bonne en environnement. Je me rappelle, en 2018, je me promenais dans un cégep, j'avais fait une tournée du Québec avec mon président de l'époque, puis il y avait une discussion qui se disait, comme quoi, la CAQ, vous n'avez pas de programme en environnement, puis tout ça. Puis nous, on était un peu désolés de tout ça, parce que nous, au niveau de la jeunesse, on avait fait beaucoup de propositions. Le gouvernement en fait, à l'époque, le parti, pas le gouvernement, mais le parti avait fait beaucoup de propositions, puis c'était simplement de les faire entendre. Puis l'une de ces grandes propositions-là, au niveau de l'environnement, c'était de faire en sorte que le Québec devienne la batterie verte du on va dire, nord-est américain. Qu'on puisse profiter de notre hydroélectricité, qui est une énergie renouvelable, qui est une énergie verte, qu'on puisse remplacer des usines au charbon de nos voisins américains, que ce soit dans l'État de New York, que ce soit dans les États justement du nord-est américain, puis qu'on puisse remplacer ça pour justement baisser le niveau d'émissions de gaz à effet de serre à ce niveau, puis qu'on atteigne justement l'environnement, parce que, tu sais, comme François Legault l'avait déjà mentionné, j'aimerais bien ça fermer des usines au charbon, j'aimerais bien ça fermer des grandes industries polluantes, remplacer, peut-être pas les faire fermer, les remplacer par de l'énergie renouvelable, mais il dit, ici au Québec, on a fait ce choix-là dans les années 60. On a fait le choix d'aller vers une énergie verte, une énergie renouvelable. Donc, c'est quelque chose qu'on doit exporter justement au niveau de l'énergie renouvelable. Il y a une grande entente qui a été faite avec l'État de New York. Puis là-bas, on va dire, ils sont fous de joie. Ils vont pouvoir passer justement à la transition écologique au niveau dans les transports en commun, au niveau justement que je l'ai mentionné, différentes industries qui, pour produire de l'électricité, fonctionnaient encore avec du charbon, du mazout. Donc, de pouvoir permettre à d'autres États de suivre la marche du Québec, de suivre l'exemple du Québec, parce que le Québec, on n'est pas des cancres en environnement, on est même des leaders à ce niveau-là. Puis je dirais que c'est ça que la CAQ, que la jeunesse de la CAQ, on veut que Québec incarne, qu'on soit des leaders, des chefs de file en environnement, que le reste du Canada, le reste des États-Unis, même à travers le monde, qu'on se tourne vers le Québec, qu'on se dise, voici l'exemple à suivre. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux, puis qu'on n'en parle malheureusement pas assez, mais que c'est une réalisation qui est concrète, qui vient faire des gains pour le Québec. Et en plus de tout ça, en plus d'aider l'environnement, c'est de l'argent neuf pour le Québec qu'on peut réinvestir autant au niveau de l'environnement qu'on peut investir dans notre éducation,
on peut réinvestir dans notre économie, dans notre système de santé. Donc, ça a des impacts majeurs. Je n'ai pas le chiffre exact. Là. Si je ne me trompe pas, ça tournait autour d'une entente de 25 ans qui va nous rapporter plusieurs milliards de dollars sur 25 ans. C'est majeur. C'est quelque chose qu'on doit parler. Comme quoi qu'au Québec, on a quoi être fier à ce niveau-là. Merci vraiment beaucoup à toi d'être venu sur notre podcast parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce que la CAQ accepte de faire ce podcast-là parce que vous êtes le parti au pouvoir, vous n'avez pas nécessairement tant à gagner par rapport aux autres partis. Donc, on est vraiment reconnaissant que tu aies accepté de te prêter au jeu. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis, je pense souvent, c'est de participer pour. Des fois, c'est simplement de changer les perceptions qu'on peut avoir au niveau d'un parti politique, au niveau d'un aile jeunesse. Puis, j'ai certains de mes collègues qui auparavant militaient chez Québec solidaire, qui militaient au niveau du Parti québécois, du Parti libéral. Puis, une fois qu'ils arrivent justement à la CAQ, qui arrivent justement avec la relève, c'est quelque chose qui est souvent dit. C'est comme quoi on est vraiment une coalition, puis ça paraît. On est une famille tissée serrée, puis on aime ça, pouvoir rassembler les jeunes Québécois, peu importe l'horizon politique. Puis, moi, je me considère comme quelqu'un de vraiment pragmatique. Si je fais des boussoles électorales, je tombe toujours au centre, le point 00. Là, donc, parce que je trouve ça important de trouver tous les points qui rassemblent les gens. Fait que sur chaque question, je suis toujours comme un peu à essayer de départager, de faire en sorte que quelqu'un qui est autant comme plus nationaliste, quelqu'un qui pourrait être plus au niveau fédéraliste, qu'on puisse trouver des points de concordance, quelqu'un qui est plus à gauche, quelqu'un qui est plus à droite, qu'on puisse également trouver des points pour tous se rassembler. Donc, ça, je trouve ça important de pouvoir élever ce discours-là, élever cette voix-là au niveau de la jeunesse, puis faire des podcasts comme le vôtre. Félicitations d'ailleurs. Donc, je vous encourage dans votre démarche. Puis, n'hésitez pas si vous voulez suivre nos activités sur les réseaux sociaux. Donc, Commission Relève de la Coalition Avenir Québec. Donc, on a une page Facebook, on est sur Instagram, Twitter. Je pense même on est en train de développer le TikTok. Moi, c'est peut-être moins de ma génération, mais mes jeunes collègues, eux autres, ils insistent beaucoup pour qu'on aille là-dessus. Donc, ça serait bon à voir, ça. Ce serait assez intéressant. Mais je vais mettre tous les liens dans la barre défaut. Là, on va entre autres le mettre sur YouTube. C'est ça. Puis, même si je peux me permettre, on a un congrès à Drummondville le 28 et 29 mai prochain. Donc, pour les jeunes qui sont membres de la CAQ. Donc, évidemment, c'est ouvert à tous les membres. C'est 35 $ pour venir au congrès. Donc, c'est quand même abordable pour avoir un droit de vote sur des propositions qui vont aller dans la plateforme électorale du parti. Puis même, ultimement, si on est réélu en octobre prochain, qui pourra même découler vers des projets de loi du gouvernement. Donc, ça, je dirais que c'est non négligeable. Puis, je l'ai mentionné tantôt dans l'entrevue, on est un parti à l'écoute de la jeunesse. Donc, c'est le temps d'embarquer. Puis, peut-être juste pour conclure, il y a quelque chose qui m'a marqué beaucoup dans mon implication, qui m'a vraiment comme fait le déclic. Quand justement j'ai commencé à m'intéresser plus à la chose politique, je me considérais comme un orphelin politique. Je ne me reconnaissais pas nécessairement dans un parti en tant que tel. Puis, j'avais plusieurs idées politiques qui rejoignaient la CAQ. Puis, mon député André Lamontagne m'avait écrit à l'époque, je pense que c'était sur Twitter, m'avait écrit tu sais, Kevin, la CAQ, on est un jeune parti. On est en train de faire les fondations de notre maison. On est en train justement de concrétiser justement les bases de ce parti-là. Là, on est sur la table à dessin. On est en train de concevoir comment qu'on va la bâtir, cette maison-là, comment qu'on va faire nos murs, comment on va structurer l'architecture, notre toit, etc. Et il m'a dit, Kevin, il y a un crayon pour toi, viens dessiner avec nous. Puis moi, ça m'a marqué beaucoup parce que je crois que c'est ça, justement, la politique. C'est ça l'implication militante, c'est de faire en sorte qu'on a chacun un crayon, on a chacun le pouvoir de changer les choses, puis c'est de concrétiser tout ça.
Fait que moi, je vous encourage, j'encourage les gens qui nous écoutent à pousser plus loin leur implication, que ce soit au niveau provincial, ça peut être au niveau fédéral, mais ça peut être au niveau municipal, ça peut être dans des organismes communautaires, dans des associations étudiantes. Il y a vraiment toutes sortes de moyens de s'impliquer. Je trouve Puis moi, ce que je trouvais comme le fun dans tout ça, c'est de développer des valeurs d'une organisation. Mais, ça peut être aussi simple que ça, si vous voulez souvent changer les choses, c'est de s'impliquer. Donner du temps, puis donner aux autres, puis de regarder les gens qu'on aide, puis de se dire, voici ma paye à la fin de la journée. C'est extrêmement gratifiant, puis j'encourage les jeunes à aller vers l'implication sociale, vers l'implication politique. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Puis, restez à l'écoute. Dans le prochain podcast, on va probablement recevoir soit le PLQ ou soit le PQ. Merci de nous avoir écoutés.